Bon, alors ce dont je voudrais parler, en fait, c'est la proportion et la place des femmes dans les sciences dites techniques. Donc, mathématiques, informatique, sciences physiques, ingénierie, dans ces domaines-là. Voilà. Et donc pour ça, je vais faire peut-être un petit état des lieux de la situation actuelle à l'école, dans les études, des chiffres qu'on a, peut-être les problèmes que ça engendre, des solutions, et puis ce qui se passe dans les métiers de recherche. Parce que les métiers de recherche, c'est en fait les gens qui vont former ensuite les enseignants et enseignantes, qui vont être visibles, et donc c'est important aussi de discuter de la proportion des femmes dans cet aspect-là, des mathématiques, des sciences. Donc la plupart des choses que je vais dire ici sont des choses qui sont issues du site de l'association Femmes et Mathématiques, puis d'autres associations, je crois, comme Filles et Mathématiques et Informatique. Et j'ai aussi pris des chiffres sur le site du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, donc plutôt des chiffres de 2017, donc avant les réformes très récentes. C'est-à-dire que la situation, normalement, aura, entre guillemets, empiré à l'école. et donc, voilà, ça prendra pas encore en compte cette nouvelle tendance aggravée par une nouvelle réforme. Donc, je vais commencer par l'école et je vais faire des constats. La première chose que je vais dire, c'est qu'il y a, bien sûr, peu de femmes en mathématiques, en tout cas parmi les chercheuses, on s'en rend compte, et je pense, Nathalie, tu pourras confirmer. Tu vas à une conférence et tu les comptes sur les doigts d'une main, selon le domaine. Des fois, tu les comptes même pas, tu les comptes sur un point fermé. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Or, a priori, il n'y a pas de différence biologique qui explique pourquoi il y aurait plus de chances pour un homme de faire des maths que pour une femme. Donc, pourquoi ? Et pourquoi c'est problématique ? Parce que c'est vrai, on pourrait se dire, bah écoute, c'est pas grave, c'est des questions de goût, qu'est-ce que ça fait ? C'est problématique parce que en fait, il se trouve que les femmes sont donc peu présentes, les filles, les jeunes filles, sont peu présentes dans les filières les plus porteuses d'emploi. Donc, ce qui est lié aux sciences et techniques, ingénierie. Alors on sait tous qu'il y a un souci quand même au niveau de l'écart salarial, par exemple, de l'accès au travail égalitaire entre les hommes et les femmes. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même peut-être quelque chose à regarder, à creuser de ce côté-là. Donc, si on regarde ce qui se passe à l'école, parce qu'on peut se dire, mais quand est-ce que ça commence ? Parce que ça commence très tôt. Alors, si on regarde l'évaluation des compétences mathématiques au CP, visiblement, les filles maîtrisent très bien les mathématiques. Donc, la différence ne semble pas flagrante là. Je dirais même qu'elle a l'avantage des filles, de certaine manière. Elles réussissent mieux à l'école, parfois, si on regarde d'une manière statistique les chiffres. Par exemple, il y a 80% de filles qui ont le bac et 73% de garçons. Je parle ici de genre, hein, je me permets de reprendre vraiment les chiffres qui sont donnés par les rapports. Pardon, donc de réussite par génération au bac. Donc, on se demande bien où elles passent ces filles qui réussissent. Oui. Le deuxième constat, c'est que malgré ces différences, probablement dues aux stéréotypes visibles, on a un pourcentage assez bizarroïde de filles, si on regarde les premières SESL. Oui. Donc, il n'y a plus de filière maintenant, mais il y a des choix de matières. Tout à fait. Et choix de matières scientifiques toujours à l'heure actuelle. Les filles sont sous-représentées dedans, quoi. Exactement. Alors qu'il y a, encore une fois, aucune différence biologique. On est tous avec le même cerveau à la naissance, le même nombre de neurones. Les synapses se forment après. Donc, ce qui se passe, ce qui peut expliquer ça, c'est peut-être des biais. Alors, peut-être que je vais essayer d'en reparler après. Des biais dans l'éducation, des stéréotypes, en fait. Oui. Donc, la conséquence, c'est quoi ? C'est qu'il y a très peu de jeunes femmes, de jeunes filles dans ces domaines, dans les études supérieures. Plus de 70% des femmes en lettres, moins de 30% du coup en sciences fondamentales et en STAPS. Donc, encore une fois, les causes sont pas, on peut pas les expliquer autrement que par des choses sociologiques, pardon. Donc des stéréotypes, du sexisme et peut-être probablement des manques de modèles, puisque quand on pense à des modèles scientifiques, on pense tout de suite à Marie Curie, peut-être à Ada Lovelace en informatique, donc des gens qui sont morts depuis longtemps et qui étaient juste des génies incomparables. Ça fait quand même c'est quand même difficile pour une jeune fille de se comparer, de se dire je vais pouvoir faire un métier comme ça, alors que tous les jours à la radio, à la télé, on voit plutôt des jeunes hommes parler de science. Tout le monde a sa place dans la science, et c'est ça qu'il faut se dire. Et c'est important, et je pense que il doit y avoir aussi un biais dans l'éducation qui fait que les filles, si elles se sentent pas parfaitement légitimes, elles vont pas y aller. Et ça, c'est des choses que j'ai discutées avec mes étudiantes. C'est pour ça que j'aime aussi enseigner. Ça m'a permis, via les projets, de discuter vraiment de manière, on va dire, plus intime avec des jeunes étudiantes de leur ressenti. Peut-être qu'elles se sentaient plus libres au bout d'un certain moment, après avoir travaillé à 2 ou 3 dans un projet avec moi, d'avoir envie de parler de tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont confiés et qui ont dit que une fille, si elle est pas sûre de sa réponse, elle va pas oser lever la main, pas oser aller au tableau, pas oser tenter.
Et donc, du coup, elle va s'auto-censurer. Mais elle va s'auto-censurer déjà dans ses études et dans ses choix d'études aussi à cause de ça. Enfin, en tout cas, elle, c'est comme ça qu'elle le voyait. Et là, c'est une construction sociale Ouais, complètement. C'est juste que dès le départ, on traite pas les filles et les garçons de la même tout à façon. fait. Par exemple, on peut faire des études sur les bulletins scolaires pour voir qu'on ne va pas attribuer les mêmes qualificatifs aux garçons et aux Tout à filles. fait. Et on ne va pas valoriser les mêmes choses. Et donc, une fille, on va valoriser plutôt, on va dire, élève sérieuse, élève appliquée, etc., etc. Alors qu'un garçon, on va valoriser plutôt, et on va dire bien, mais peut mieux faire. Et donc quelque part, ça veut dire qu'on attend plus de lui, et donc s'il se trompe, c'est pas grave, parce qu'il peut mieux faire. Et donc dès le départ, on introduit ici un premier biais qui fait que on va plus facilement oser se tromper et se dire si on s'est trompé que c'est pas grave, on peut mieux faire et on peut recommencer par rapport à une fille. Tout à fait. Ça va aussi se nicher Tout là. à fait. Et tiens, je rebondis sur ça parce qu'il y avait une collègue qui avait suivi un moment une formation sur l'enseignement là et qui avait parlé de quelque chose, d'un point sur lequel il fallait faire attention. Visiblement, globalement, quand on a envie qu'une réponse soit bien rédigée au tableau, on envoie une fille. Et quand on a envie d'avoir peut-être des pistes de réflexion originales, tout ça, on va plutôt interroger un garçon. Oui. Alors voilà, ça c'est quelque chose visiblement qui a été vu statistiquement, j'ai envie de dire, ces observations, les études. Donc ça c'est aussi quelque chose que mes étudiantes ont relevé parce qu'elles m'ont redit ça en fait. Elles m'ont dit mais les profs ils nous interrogent quand ils veulent un truc propre et c'est vrai que nous on n'y va plus volontairement. Par contre quand il y a un exercice compliqué qu'il faut résoudre, il fallait un truc original, les mecs ils vont aller essayer. Pardon les garçons, je suis désolée. Ils vont aller essayer plus naturellement et les filles vont avoir plus tendance à se taire et moi, c'est vrai que je me vois clairement là-dedans en tant qu'étudiante. Que quand on m'interrogeait, je paniquais, je disais rien, sauf si j'étais 100% ou même 200% sûre. Bien sûr. Et ça joue, en fait. Mais c'est pas évident quand on est, je pense, dans un carcan, entre guillemets, social, qui fait que, voilà, il y a des trucs à déconstruire, en fait. Exactement. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu j'imagine, les deux causes principales qui font qu'il y a peu de filles, déjà, qui choisissent les sciences à l'école, et puis ensuite, choses qu'on va retrouver dans la recherche, donc je vais en parler juste après. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Donc, on en a parlé, là, c'est vraiment... Enfin, on en a parlé, on a un petit peu évoqué les problèmes, donc ça dit sur quoi travailler déjà individuellement, mais il y a aussi des choses à faire au niveau de l'école, c'est peut-être se faire rencontrer les élèves, et puis des mathématiciennes, des ingénieurs, des informaticiennes, des physiciennes, pour qu'il y ait des témoignages, des discussions. Et ça, c'est fait par exemple via le biais de Filles et mathématiques, une équation lumineuse, qui est un événement porté par Femmes et mathématiques, entre autres. Et ça permet vraiment, peut-être aux jeunes filles, de s'identifier, de se dire, mais en fait, je peux le faire. Je vois des gens comme moi, anonymes, c'est pas Marie Curie, mais qui apportent leur pierre à l'édifice, qui en fait se sont lancés dans ces études, ont réussi, ont trouvé un travail bien payé, qui ont un équilibre de vie correct. Et je pense que c'est important. Là, je vois par exemple, je vais lire un témoignage que j'ai vu sur le site de Filles et mathématiques, une équation lumineuse. Je me souviens que de rencontrer toutes ces femmes ayant réussi et accompli des études supérieures dans les sciences a largement contribué à mon choix de partir en prépa maths pour intégrer ensuite une école d'ingénieur. Ces rencontres m'ont aussi donné une sorte de courage. J'aimerais pouvoir donner le même élan de force-courage à d'autres jeunes filles que celui qui m'a été donné par le passé et qui m'a permis de réussir ma prépa et intégrer l'école d'ingénieur de mes rêves. Donc, comme quoi, c'est important, en fait, d'avoir des modèles. Oui, voilà, c'est important de voir ou de rencontrer à un moment crucial ou pas, d'être entouré de gens qui nous permettent de croire que c'est possible, en tout cas. Exactement. Voilà. Et donc, la deuxième chose dont je veux parler, c'est la proportion des femmes vraiment dans les métiers, je dirais, de chercheuses, notamment en maths, parce que ça me parle, bien sûr. On est toutes les deux enseignantes-chercheuses. On voit très bien, comme j'ai dit, en conférence ou même dans nos laboratoires, la proportion n'est pas non plus folichonne. Il y a des actions menées, donc je vais en parler, mais voilà, peut-être que ça reste encore un peu limité. Alors, la situation des femmes en maths en France dans le supérieur, alors si on regarde, il y a 40% de femmes dans le supérieur, mais seulement 22% en maths. Et si je prends donc en maths pures, c'est-à-dire la section 25 dont tu parlais tout à l'heure, section 26 étant les maths appliquées, les maths pures en 2019, c'est la première discipline la moins féminisée avec 13,8%. Et en plus, il n'y a pas d'évolution constatée sur les quasiment 10 dernières années. Donc voilà, on est top 1, mais pas pour des bonnes choses. C'est pas très cool. Alors, pourquoi ? Alors là, c'est plus des questions que je pose. J'affirme rien. C'est des questionnements par rapport à mes observations de tous les jours, des choses que j'ai lues sur les pages de Femmes et mathématiques. Est-ce que c'est parce que déjà de base le vivier est faible ?
Donc, c'est-à-dire qu'on récupère entre guillemets le problème du manque de jeunes filles qui font des maths à l'école. Ça, je pense que c'est vraiment un problème. Ouais. Mais ceci dit, je dois dire que les étudiantes en master, il y en a toujours. Il y a toujours une certaine proportion en licence master qui sont très bonnes, qui même parfois réussissent mieux, qui sont majors régulièrement quand même de promo, mais elles ne se dirigent pas forcément vers la recherche. Hein, elles vont souvent en fait passer l'agrégation pour les meilleures d'entre elles et finir par enseigner en prépa, devenir Prague, etc. Prague, ce sont les agrégés qui enseignent dans les UT et à l'université. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une difficulté à avoir un poste avant un âge avancé dans notre métier ? Est-ce que c'est parce qu'il y a peu de postes qui font que ça leur fait peur ? Elles se sentent pas sûres ? Je ne sais pas. Alors, ce qui est positif, c'est qu'il y a une prise de conscience de la communauté. Hein, donc il y a des choses qui sont faites de plus en plus, ça on peut pas le nier. Il y a de plus en plus d'actions pour présenter la recherche aux étudiantes, pour faire un réseau de doctorantes, de jeunes chercheuses, que ce soit en France ou même à l'étranger. Hein. Il y a les Women in Science, Women in Mathematics. Voilà, en France, il y a Femmes et Mathématiques. Il y a le Forum des jeunes mathématiciennes et mathématiciens chaque année, organisé par l'association. Il y a des actions plus ciblées sur les étudiantes, comme les lectures Sofia Kovalevskaya, qui sont organisées par des collègues d'Angers, qui permettent à des étudiantes en M1 d'aller faire une petite 3-4 jours de trucs intenses, genre cours, introduction à la recherche, discussion avec des chercheuses, etc. Et c'est ouvert aux garçons et aux filles, hein, parce que c'est important aussi qu'il y ait à la fois des événements mixtes et non mixtes, je pense. Absolument, ouais. Et il y a aussi le stage Maths, c'est pour elles, qui est organisé au CIRM pour les étudiantes plutôt en L1, L2, L3, qui ont envie de voir ce que c'est, les maths à un certain niveau. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont faites pour attirer les jeunes femmes ou pour consolider des réseaux de femmes déjà dans la recherche. Mais il y a aussi des histoires de quotas, c'est-à-dire de proportions qui sont demandées dans des jurys de thèse, d'HDR, de comité de sélection. Alors ça, je vais en parler. Il y a des points positifs et négatifs selon moi. Encore une fois, c'est un peu mon avis. Pourquoi c'est bien ? Parce qu'il y a des études qui montrent qu'il est important pour un ou une candidate d'avoir une personne de son genre dans un jury. Il y a moins de perte de moyens. Ça, je crois que c'est des études psychologiques et sociologiques qui avaient montré ça. C'est important que tout le monde soit représenté. Et par contre, ce qui est gênant, c'est quand on est en poste, on subit en fait la froideur entre guillemets de la demande des chiffres, c'est-à-dire on est sollicité de manière intempestive. On a l'impossibilité de se garder du temps pour avancer nous dans la carrière parce qu'on doit en fait être quelque part pour avoir un quota de filles dans un jury par exemple, dans un comité de sélection. Et des fois, on a l'impression d'être sollicité non pas pour une expertise, mais vraiment parce qu'on est une femme. Et ça, c'est vraiment pas un sentiment agréable qu'on soit clairement appelé parce qu'il y a besoin d'une fille. Alors je comprends parce que les collègues ils font pas ça pour nous embêter, parce qu'on leur impose un quota. Alors ce que je me demande c'est, bien sûr c'est important d'avoir de la représentation et je pense qu'en tant que femme dans la recherche, on doit effectivement jouer de ça pour essayer d'être présente et d'aider les jeunes, quoi, d'être là pour elles. Mais est-ce que c'est pas du sparadrap pour réparer une fuite d'eau quand il n'y a pas d'autres mesures de fond en amont d'une certaine manière ? Ça c'est la question que je me pose. Voilà, et donc ce que je dis pour terminer, c'était juste que si on n'augmente pas le vivier d'étudiantes qui sont là, si on ne propose pas des meilleures conditions de travail, d'obtention de poste, est-ce que vraiment qu'est-ce qu'il y a à faire en fait si on travaille juste à la fin de la fuite ? Donc du coup, je me demande ce qu'il faut faire. Ouais, c'est hyper intéressant tout ça. Je pense que pour finir sur une note positive, je vais reprendre ce que tu as dit et c'est vrai, il y a une vraie prise de conscience de plus en plus et il y a un vrai effort qui est fait, tout le monde est d'accord sur le constat. Donc je pense qu'il faut voilà, garder le positif qui est ça. Et puis, c'est très bien de se poser des questions et ça fait des pistes de réflexion. Et je pense que c'est une combinaison de toutes ces choses que tu viens de décrire déjà qui pourra permettre de résoudre le problème. C'est évidemment d'agir à tous les niveaux, que ce soit à l'école primaire, collège, lycée et chez les étudiantes et plus tard chez les chercheuses. Et effectivement, offrir aussi... de quoi se projeter plus facilement pour les filles, nous faire attention, nous femmes également, hein, exactement. On a des biais et des stéréotypes. Si vous avez écouté l'épisode 4 avec Nicolas avant, vous saurez de quoi je parle. Donc ouais, c'est un travail de tout temps et pour tout le monde. Il faut juste le garder en tête. Et il n'y a pas de raison que ça aille pas dans la bonne direction avec tout ça.